1,5 litres au 100 km. C'est un chiffre qui paraît réaliste dans un monde de voitures thermiques et pourtant c'est l'objectif que Jean-Marc Jancovici mettait régulièrement en avant pour relever les défis climatiques et énergétiques. Alors je vais vous montrer la vidéo juste après, c'est une vidéo qui date de 2012, donc elle a maintenant voilà, 13 ans, et on a du recul sur ce qui a pu être dit, donc ça va être assez intéressant de voir voilà, ces gens qui prédisent un peu ce qui va se passer et puis la façon dont on se comporte face aux aspects écologiques, donc c'est intéressant de le voir avec du recul, et on débriefera sur ces résultats. Voilà, mais donc actuellement, les voitures elles consomment entre 5 et 7 litres au 100 km. Il y a 15 ans, c'était à peu près la même chose. Et finalement, comment diviser cette consommation par 3 ou par 4? Ça paraît absolument irréaliste. Donc on va de nouveau utiliser notre calculatrice que maintenant vous connaissez. On va faire du travail sur l'aéro, sur la mécanique, sur la résistance des pneus, et puis on va voir jusqu'à où on est capable d'aller, et puis on va essayer d'atteindre ces 1,5 litres au 100 km. Donc accrochez-vous parce qu'on va un petit peu modifier nos façons de faire sur l'automobile, et puis on va décortiquer tout ça. Allez, c'est parti. Donc 60 milliards, le Grand Paris, 2 à 3% de la mobilité motorisée. Je reprends l'exemple de mes voitures qui consomment pas beaucoup. Je commence par planter des banderilles dans le dos de Renault et de Peugeot, ils me sortent mes 2 chevaux. Et là, je mets une prime à la casse sur la totalité du prix d'achat de la voiture pour tous les ménages franciliens qui mettent à la casse leur voiture à 6 litres au 100 pour m'acheter ma voiture à 1,5 litre. Il y a 6 millions de voitures en Ile-de-France, 6 millions x 10 000, 60 milliards. Dans le premier cas de figure, j'ai changé la vie de 3% des gens qui utilisent une voiture. Dans le deuxième cas de figure, j'ai changé la vie de tous les gens qui utilisent une voiture pour la même somme d'argent public. La même. Voilà un exemple de mesure dans laquelle vous avez résolu le problème à urbanisme constant, parce que c'est pas en 10 ans que vous allez faire déménager de banlieues lointaines tous les gens qui n'auront plus rien à y faire dans 50. Pour ça, il vous faut 50 à 100 ans. En version sympathique, sinon vous déportez tout le monde, c'est pas sympathique. En version sympathique, pour modifier la forme des villes, il faut 50 à 100 ans. Et pour répondre à la contrainte pétrolière qui commence à s'exercer aujourd'hui et qui va devenir particulièrement mordante dans les 10 à 15 ans qui viennent, vous n'avez pas d'autre choix que de baisser très très vite à technologie constante, parce que le seul truc qu'on sait faire facilement aujourd'hui, c'est des voitures à pétrole, la consommation unitaire des véhicules. Et à ce compte-là, vous sauvez la stabilité dans une bonne partie de la couronne francilienne. Alors, en débrief de cette vidéo, deux thèmes importants. La voiture à 1,5 litres, ça, on va y travailler tout de suite. Et puis, on voit qu'il aborde également l'aspect voiture thermique, voiture électrique, assez rapidement. Donc voilà, on va faire un travail uniquement sur la voiture thermique, dans le cas précis. Mais on regardera quand même un petit peu ce qu'il peut dire sur la partie thermique et électrique en conclusion dans la vidéo. Alors, c'est un sujet qui n'est pas nouveau. En fait, je pense que certains d'entre vous connaissent un événement qui est désormais assez célèbre en France, en tout cas, c'est le Shell Eco-Marathon. Donc voilà, c'est organisé par Shell depuis 1985. Donc ça fait 40 ans qu'on s'intéresse à essayer de faire les voitures qui aient le meilleur rendement possible. Et en fait, on va voir que sur cet événement-là, on atteint des records absolument bluffants. Partie thermique, on atteint aujourd'hui le record, c'est une école de Nantes qui a fait 3300 km avec 1 litre d'essence. C'est absolument incroyable, ça fait 0,03 litres au 100 km. Et pour la version électrique, alors maintenant vous êtes habitués avec les 3 vidéos précédentes, c'est finalement c'est 3 fois plus, on retrouve toujours notre petit ratio de 3, hein. Et donc là, voilà, on est à 10 000 km en équivalent avec 1 litre d'essence. Alors vous voyez que les voitures, hein, d'une part, ont une forme quand même bien particulière, hein, on n'a pas de capacité d'emport du tout, la position de conduite est catastrophique, on ne pourrait pas passer sur des obstacles, vous voyez que tout est caréné. Voilà, on est sur évidemment des prototypes très particuliers. Et puis, il faut quand même être honnête, ça se fait à vitesse constante et surtout à 25 km de moyenne. Donc, si on se ramène à notre cycle précédent, là, on a des usages qui n'ont rien à voir. On est sur une piste, dans des conditions assez optimales, et à 25 km de moyenne, c'est-à-dire plutôt une vitesse de vélo qu'à une vitesse de voiture. Mais enfin, ça montre quand même jusqu'à où on peut aller, hein. Et là, donc là, on bat largement la proposition de Jean-Marc Jancovici. Alors, si ces véhicules de l'éco-marathon Shell, voilà, ne sont pas des voitures en tant que telles, on voit que finalement aujourd'hui, elles ont ouvert la voie à des vélos couchés carénés là, qu'on commence à voir. Alors ça a quand même quelques défauts en termes de sécurité, mais en termes d'efficience, c'est assez bluffant. Et on commence à voir quelques personnes qui utilisent ce type de véhicule assez efficient et assez décalé. Ça ne permet pas d'emmener les enfants à l'école, mais ça répond à certains usages. Allez, alors avant ça, on va reparler un petit peu des voitures dites exceptionnelles. Elles ne sont pas exceptionnelles par les performances. Cette proposition que je vais vous faire va plutôt montrer des voitures qui, chacune dans leur époque, a essayé de repousser un peu les limites connues du domaine. Donc finalement, elles font figure d'exception et elles ont vraiment un peu changé la donne quand même. On va commencer dans les années 50, où Citroën révolutionne le monde de l'automobile avec la DS, qui est une ligne aérodynamique, une suspension hydropneumatique, des innovations pour réduire la résistance aéro. Et bien que l'efficience énergétique, ce n'était pas encore un objectif à l'époque, elle posait les bases en améliorant le confort et les performances grâce à un design épuré. Son CX était impressionnant pour l'époque et son moteur relativement petit pour une voiture de cette taille. Elle était pensée pour maximiser chaque goutte de carburant. Allez, toujours chez Citroën, on passe à la Citroën AX. Alors là, on était sur la plus grosse voiture, on passe sur la plus petite voiture de la marque à l'époque, en 1986.
La X arrive avec un objectif clair qui est la légèreté. Son poids est inférieur à 700 kg et cette citadine offrait une consommation record jusqu'à 3,9 litres au 100 km pour la version diesel, qui était un véritable exploit. Elle se concentrait sur un poids contenu et une aérodynamique optimisée et c'est devenu une référence en termes d'efficience tout en restant relativement accessible. On avance dans le temps, on refait un bond de 15 ans et on arrive sur deux projets du groupe Volkswagen à l'époque. L'Audi A2, à la fin des années 90, voilà, l'Audi lance l'A2, qui est une voiture conçue avec une approche hautement technologique, un châssis en aluminium, un design très profilé qui permettait d'atteindre un CX de 0,28, ce qui était un excellent résultat pour l'époque, et résultat des consommations inférieures à 4 litres au 100 pour certaines versions diesel. Le concept de l'A2 était visionnaire, mais il était aussi assez coûteux, et c'est une voiture qui était en avance sur son temps, mais qui n'a pas forcément reçu une réussite commerciale franche. Et puis parallèlement, chez Volkswagen, donc dans le même groupe, il y a eu la Lupo 3 litres qui est sortie dans les mêmes années, autour de 2000. Et voilà, elle a seulement 3 litres de consommation au 100, elle est encore plus légère, elle a vraiment repoussé les limites de l'efficience grâce à son moteur TDI, sa boîte automatique optimisée, son poids réduit à 830 kg, et le tout avec des matériaux légers et une conception minimaliste. Donc là, on est sur des voitures 100% thermiques. On va maintenant passer à l'ère électrique et celle qui emmène vers l'ère électrique, c'est une voiture thermique tout d'abord et c'est une voiture hybride. C'est clairement la Prius. Comment ne pas parler de la Prius, introduite en 1997, c'est la première hybride en production de masse, un moteur thermique associé à un moteur électrique qui permettait de réduire drastiquement la consommation au milieu urbain. Avec 5 litres au 100, elle prouvait qu'une nouvelle voie était possible. Et donc, comme vous avez suivi les épisodes précédents, elle commençait à utiliser la régénération et a clairement arrivé à optimiser ses cycles, notamment dans tout ce qui était cycle urbain. Donc, Toyota a inauguré une technologie qui allait finalement transformer l'industrie automobile, puisqu'ensuite sont arrivées les premières voitures électriques. 2013, j'ai choisi celle-ci, la i3. Pourquoi la i3? Parce que BM avait complètement revu son approche de l'automobile avec la i3. C'est un véhicule qui est incroyable dans sa conception. C'est avec un châssis en fibre de carbone, des pièces collées et un habitacle en matériaux recyclés qui montrait une volonté de durabilité totale. L'autonomie initiale, c'était entre 130 et 160 km. Sur les derniers modèles, c'était plus. Elle s'adressait surtout aux trajets urbains et périurbains. Et c'était franchement une franche réussite, mais c'est une voiture qui a d'ailleurs assez bien vieilli. Il y a encore beaucoup de gens qui l'utilisent et elle est encore reconnue comme une très bonne voiture électrique. Bien ensuite, la Volkswagen XL1. Donc là, on repasse à de l'hybride. Ça nous intéresse puisque nous, on va faire une voiture thermique, donc on va parler en carburant pétrole. Donc on va se réintéresser à cette voiture. Là, c'est un prototype. C'est une voiture hybride plug-in, c'est-à-dire qu'elle peut se recharger, elle a une partie batterie, et elle ne consomme que 1 litre au 100, plus bien sûr de l'électricité. Donc voilà, elle a un design ultra aéro, un poids réduit à 800 kg, une production vraiment limitée. Et c'était un des projets les plus ambitieux de Volkswagen. Elle est la quintessence de l'efficience, mais à un coût de production élevé, ce qui en fait un modèle presque prototype expérimental. Le CX, vous pouvez le noter 0,19. Aujourd'hui, même la dernière Model 3, la plus poussée, je crois qu'elle est à 0,21 ou 0,22. Et voilà, j'arrive du coup sur cette Model 3 qui est finalement la première voiture électrique, on va dire, de masse, puisqu'il y a la Model S, mais qui était quand même à des prix très haut de gamme. La Model 3, c'est la première voiture, on va dire, grand public, même si les prix sont quand même pas abordables, mais qui démontrait qu'on pouvait voyager avec une voiture électrique et faire des grands trajets avec. Donc voilà, CX de 0,23, une autonomie de plus de 400 km pour la petite version, elle a démocratisé l'électrique sans compromis. Et voilà, Tesla, avec ce projet, a prouvé qu'une voiture électrique pouvait être à la fois performante, abordable et capable de parcourir de grandes distances. Allez, alors nous, on va construire notre propre voiture. Et donc, on va prendre un piocher un peu tout ce qu'il y avait de plus poussé dans chacun des projets que je vous ai montrés. Donc on va prendre une masse de 700 kg. Ça supposerait d'utiliser un châssis en fibre de carbone, d'enlever énormément d'équipements de confort, voire même d'équipements de sécurité. Donc aujourd'hui, c'est une masse qui est absolument pas réaliste pour une voiture de nos jours, qui ait des performances qui permettent de faire de l'autoroute, par exemple. Mais on va prendre ce cas-là en disant que voilà, on est capable que le prix des matériaux très haut de gamme, type titane, fibre de carbone, impression 3D, a drastiquement baissé et qu'on arrive à cette asymptote-là. En aéro, je vais prendre 0,18. On a vu que la XL1 qui était déjà hyper optimisée était à 0,19. Donc là, je vais prendre 0,18 en disant qu'on arrive encore à gratter sur le CX. Résistance au roulement des pneus, 4 kilotonnes. Aujourd'hui, les meilleurs projets sont autour de 5 kg. 5 kilotonnes, donc voilà, on a encore, ça représente quand même 20% de progrès. Rendement moteur constant à 40%. On est plutôt autour de 25-30% maxi si on prend, bien sûr, sur l'ensemble d'un usage réel, on est plutôt dans ces valeurs-là.
un stop and start qui fonctionne avec une efficacité de 90%. Donc en gros, il faudrait une technologie qui soit synchronisée avec les feux rouges ou avec Waze pour savoir exactement voilà, quand le bouchon va repartir et votre voiture en fait sache s'il faut couper le moteur ou s'il faut le laisser allumer. Et puis un rendement de transmission optimisé à 99%. Voilà, donc on fabrique cette voiture complètement utopique. Aujourd'hui, il n'est pas possible de fabriquer une telle voiture, hein, sinon il y a des gens qui se seraient attelés à le faire. Voilà, on va partir de cette voiture-là, et puis on va regarder combien elle consomme. Maintenant, vous connaissez bien un petit peu la calculette, je vais direct aux conclusions. On a nos 3 usages. On voit que à plat vitesse constante, toujours pareil, hein, c'est merveilleux, et là on tombe largement en dessous de l'objectif, entre 0,5 et 1 litre au 100 km, donc hyper optimisé. Par contre, malheureusement, ça n'existe pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il va y avoir quand même quelques dénivellations. Et là, on est sur un cas à 1500 mètres de dénivelé sur 100 km, ce qui est très faible. Ça reste pas une très grosse dénivellation. Et ensuite, variation de vitesse surtout. Variation de vitesse, on l'a vu, hyper important. Et là, tout de suite, la conso va s'envoler, entre guillemets, hein, mais avec notre petit prototype hyper optimisé, on voit qu'on arrive à aller être un petit peu en dessous des 3 litres au 100. Mais on n'est pas au 1,5 litre promis, on n'y arrive pas, hein, même en faisant une voiture utopique. Alors voilà, on a essayé d'optimiser nous tous les postes. On a fait une voiture vraiment utopique et on voilà qu'on n'est pas du tout arrivé à obtenir les chiffres que propose Monsieur Jancovici. Donc pour nous, ça paraît absolument irréaliste. Et on voit que là, même avec les connaissances actuelles, on est plutôt dans des voitures qui, en optimisant en tout, sont autour de 4 litres. Alors peut-être que la Prius, avec de l'hybridation, on arrive à descendre un peu en dessous. Mais voilà, on va être sur cette butée-là. Donc on est déjà plus du tout dans le ratio entre 6 litres et 1 litre et demi. Là où par contre ce qu'on peut dire avec maintenant 10 ans, un peu plus de 10 ans là, de recul sur cette vidéo, c'est que malheureusement les voitures à 6 litres, elles existaient il y a 15 ans sans problème, et qu'aujourd'hui, avec l'avènement des SUV et des voitures de plus en plus lourdes, on a même du mal à les atteindre aujourd'hui, bien que les moteurs thermiques aient encore fait des progrès. L'objectif, hein, c'est pas de remettre en cause tout le discours hein, de M. Jancovici, hein, qui, voilà, comme j'ai déjà dit par ailleurs, est très intéressant sur certains points. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quand même avec le recul, hein, il explique que la seule technologie qu'on maîtrise, c'est la moteur thermique. Bon, heureusement que toutes les personnes n'ont pas pensé comme ça en 2012, et qu'il y en a qui sont allés un peu plus loin, puisqu'aujourd'hui on voit qu'il y a énormément de voitures électriques qui sont capables de faire des grandes distances. On en a déjà parlé, elles ont leurs limites, qu'il faudra encore dépasser. Mais voilà, c'est un domaine qui a progressé. Il y a des gens qui ont créé des réseaux de charge relativement rapidement. Dans le même temps, en plus du nucléaire, on a eu quand même des projets d'énergie renouvelable intéressants avec des panneaux photovoltaïques qui ont largement baissé en termes de retour sur investissement énergétique et financier. Et donc voilà, on arrive quand même à une situation qui, on le voit, hein, que maintenant, 13 ans plus tard, après cette vidéo, heureusement qu'on n'a pas continué uniquement dans la voie du moteur thermique. Je pense qu'il fallait continuer de travailler sur ces moteurs, mais que parallèlement, on est bien content aujourd'hui également d'avoir l'électrique qui est en train d'arriver et qui progresse d'année en année. Et d'ailleurs, pour faire écho à ces voitures électriques, mais finalement, les 1,5 litres au 100, hein, si vous vous souvenez des vidéos précédentes, ça correspond à 15 kWh au 100 km. Le Model 3 elle est largement en dessous de ça aujourd'hui. Elle est plutôt à 12-13 sur un usage mixte, avec des bonnes conditions. Donc en fait, c'est là où c'est intéressant parce que je sais que Jean-Marc Jancovici et d'autres collapsologues vous expliquaient que Elon Musk était le diable. Je dirais que depuis 2012, c'est rigolo parce que c'est l'année de sortie de la Model S. Bon, il y en a un qui fait toujours des plateaux télé malgré tout, et l'autre qui, dans ce temps-là, a construit un réseau mondial de recharge et a créé une voiture qui permette de faire ces grandes distances et de recharger relativement facilement. Et en 2023, pardon, Model Y et Model 3 étaient parmi les voitures les plus vendues au monde. Donc voilà, on a quelqu'un qui a complètement révolutionné son domaine, bien que ça pouvait paraître un peu risible au début. Il a réussi son pari en tout cas. Après, on peut penser ce qu'on veut du bonhomme sur d'autres aspects. Mais très clairement, sur l'aspect réussite, toute l'équipe, c'est pas bien sûr, c'est pas un seul homme, mais toute l'équipe de Tesla et puis d'autres constructeurs aussi, hein, faut pas enlever le mérite à plein d'autres constructeurs. Là, je pense à Renault avec la Zoé, hein, qui a quand même fait des choses intéressantes. Il y a eu Nissan, il y a eu BMW, il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé, le groupe Hyundai Kia aussi, très impliqué. Voilà, donc il y a eu beaucoup de marques qui se sont lancées et qui arrivent aujourd'hui à nous proposer des produits intéressants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura éclairé. C'est intéressant finalement de revoir sur des gens qui prédisent ce qui va se passer dans 15-20 ans, finalement de réouvrir ces vidéos avec du recul et puis d'analyser. Et puis du coup, ça permet de prendre voilà, un petit peu de recul sur ce que les gens peuvent dire ou prédire. Voilà. Et à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo.